Bonjour, soyez les bienvenus dans Géopolitis. Cette semaine, c'est le monde du sport qui va nous intéresser. À quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la question aura fait l'objet de passes d'armes, celle de la participation des athlètes russes et biélorusses. Le CIO les a finalement autorisés à concourir sous la bannière neutre et sous conditions. Depuis toujours, les JO sont confrontés au contexte géopolitique. Ils n'ont cessé à travers l'histoire de faire face aux boycotts, suspensions, gestes symboliques et politiques. Dans une vision du monde devenue multipolaire et fragmentée, les tentatives de désoccidentalisation du sport sont nombreuses. La Russie de Vladimir Poutine va accueillir les Jeux des BRICS et remet également au goût du jour les Jeux dits de l'amitié lancés par l'URSS en pleine guerre froide. Le sport en général est devenu une industrie d'État pour de très nombreux pays, parmi eux l'Arabie Saoudite qui part à la conquête du sport mondial à coût de milliards de dollars. Elle investit aussi massivement dans le domaine de l'e-sport, les compétitions de jeux vidéo qui intéressent de très près le CIO. On l'appelle parfois le piège de Coubertin, du nom du fondateur du Comité international olympique, Pierre de Coubertin. Pour le comprendre, il faut remonter au XIXe siècle, à l'origine même du projet, qui affirmait la neutralité olympique et l'apolitisme comme principe fondateur. Mais préserver le sport de toute influence et de son utilisation comme outil de puissance relèverait-il de l'idéal impossible ? En réalité, le sport moderne a toujours été politisé, les Jeux olympiques ne font pas exception, bien au contraire. À titre d'exemple, de Coubertin lui-même ne voulait pas à l'époque que les colonies puissent y participer. Quant aux États, ils ont très vite compris l'importance stratégique des JO. Comment donc s'affranchir des relations internationales ? Aujourd'hui, plus que jamais, les questions géopolitiques s'immiscent dans les Jeux et plus largement dans le sport de compétition au service des puissances. Nous recevons Lucas Aubin, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport à l'IRIS. Il vient de co-signer avec Jean-Baptiste Guégan « La guerre du sport » aux éditions Talendier. Mais voyons tout d'abord avec Nathalie Boujard quelles sont les répercussions de la guerre en Ukraine sur l'organisation des JO de Paris. Le 8 décembre 2023, alors que l'invasion russe de l'Ukraine se poursuit, le Comité international olympique autorise les athlètes russes et biélorusses à participer aux Jeux de Paris. Sous certaines conditions, dont celle de défiler sous bannière neutre, un drapeau vert et un hymne sont créés pour l'occasion. Inacceptable pour ce médaillé des Jeux de Tokyo en 2020. Ayant participé à ces compétitions tout au long de ma carrière, connaissant tout le monde, je ne peux pas imaginer y retourner et que je finisse par être une brebis galeuse. Le 19 mars 2024, le CIO décide que les athlètes russes et biélorusses ne pourront pas participer à la cérémonie d'ouverture. Réaction courroucée du côté du Kremlin. Ces décisions démontrent à quel point le CIO s'est éloigné de ses principes déclarés et a glissé vers le néonazisme et le racisme. Nous avons vu des déclarations très agressives émanant de la Russie aujourd'hui. Mais il y a un commentaire qui va encore plus loin. Et nous en avons même vu un ou deux qui établissent un lien entre le président, sa nationalité et l'Holocauste. C'est tout à fait inacceptable et on tombe encore plus bas. Le sport, outil diplomatique révélateur des tensions géopolitiques. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 21 novembre dernier une résolution instituant une trêve olympique à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques à Paris cet été. Une tradition instaurée en 1993, habituellement adoptée par consensus depuis, mais l'an dernier, la Russie a exigé un vote. Résultat, 118 pays se sont exprimés en faveur de la trêve, 2 se sont abstenus, la Russie et la Syrie. Une première. Non contraignante, cette résolution a déjà été violée à plusieurs reprises, notamment en 2008, lors des Jeux olympiques de Pékin, la Russie et la Géorgie s'affrontent. En 2014, lors des JO de Sotchi, la Russie attaque la Crimée. Et en 2022, lors de la trêve des Jeux de Pékin, la Russie envahit l'Ukraine. Oleg Mouzokranov, 29 ans, dit ne pas vouloir participer aux Jeux de Paris. Et même s'il manque de nombreuses compétitions, il reste optimiste. Ce n'est pas si grave vraiment de ne pas participer aux Jeux Olympiques. Nous avons des Coupes de Russie, des Championnats de Russie en ce moment. L'année dernière, nous avons été invités au Venezuela. Cette année, nous avons les Jeux de l'amitié, les Jeux des BRICS.
La Russie accueillera en effet les athlètes de plus de 50 pays pour les Jeux des BRICS en juin. Quant aux Jeux de l'amitié, créés en 1984 lors du boycott russe des JO de Los Angeles, ils sont remis au goût du jour par Vladimir Poutine et se dérouleront en septembre. Des événements destinés à créer une alternative à l'Occident et à construire un nouvel ordre mondial sportif. Bonjour Lucas Aubin, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques à Paris, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport. Vous venez de co-signer avec Jean-Baptiste Guégan La guerre du sport, paru aux éditions Talendier. Jeux olympiques et actualités ont toujours été intimement liés. La question de la participation des athlètes russes et biélorusses a fait l'objet de nombreuses discussions. Que révèle-t-elle cette question selon vous ? Alors cette question, elle apporte évidemment énormément de réponses et aussi énormément de nouvelles interrogations. Mais ce qu'il faut bien observer, c'est que finalement, depuis la chute de l'URSS, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 vont probablement être les plus géopolitiques en fait depuis la fin de la guerre froide. Et on s'aperçoit que la question de la Russie, de l'Ukraine, du Bélarus, mais aussi potentiellement plus largement de Gaza, Israël, Palestine, etc., vont être sur le devant de la scène pendant toute la durée de l'événement. Et évidemment, là se pose une problématique. On a toujours dit que le sport était apolitique, était neutre. Évidemment, c'est faux et on s'en aperçoit puisque le CIO, le Comité international olympique, aujourd'hui doit composer en fait avec cette réalité de la politisation du sport et il cherche finalement à trouver des solutions pour intégrer les athlètes russes et bélarusses sans finalement intégrer la Russie qui, rappelons-le, est toujours en guerre contre l'Ukraine. Et face aux sanctions, quelle est la stratégie de Vladimir Poutine ? Il évoque avec une rhétorique habituelle ce qu'il voit comme une russophobie venant du monde sportif, sous l'emprise de l'Occident. Oui, c'est tout à fait ça. Il va même plus loin, en fait. Il dit que, finalement, les autorités olympiques sont des néo-nazis à la solde de la puissance américaine et de l'Occident de manière générale. Et donc, il y a une stratégie de la part du pouvoir russe de tenter de désoccidentaliser le sport mondial. Et dans une certaine mesure, ça fonctionne, puisque ce discours trouve un écho auprès d'un certain nombre de grandes puissances à l'échelle internationale. Je pense notamment à la Chine, je pense notamment aux pays du Golfe, je pense notamment à une bonne partie des pays du continent africain ou même de l'Amérique latine. Et donc, finalement, il va dans le sens de l'histoire des pays non occidentaux pour essayer justement en fait, de diffuser son influence. On pourrait résumer sa stratégie en une phrase, en fait, c'est diviser l'Occident pour mieux régner. Vous dites que ces grands événements sportifs, Jeux olympiques et autres, sont devenus des armes de séduction massive utilisées par les puissances. Par exemple, la Russie s'est servie des Jeux de Sotchi pour signifier son retour sur la scène internationale alors qu'elle annexait la Crimée la même année. Et puis en 2022, Russie et Chine ont fait passer un message, entre guillemets, en affichant leur alliance avec Xi Jinping et Vladimir Poutine côte à côte lors des JO de Pékin, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. Oui, tout à fait. Là, on voit bien qu'il y a un lien très clair entre politique et sport. C'est ce qu'on appelle en fait le piège de Coubertin. C'est-à-dire que depuis l'origine, Pierre de Coubertin avait une volonté de dépolitiser le sport et en réalité, il le politisait lui-même. Aujourd'hui, le sport, c'est un instrument géopolitique, politique très puissant. Il faut imaginer, les Jeux olympiques et paralympiques sont regardés en général par 4 à 5 milliards de téléspectateurs et le mouvement sportif dans son ensemble représente environ entre 1 et 2% du PIB mondial. Donc 1 à 1 dépense sur 100 correspondent au mouvement sportif. C'est évidemment énorme. Et dès lors, ce gâteau sportif, finalement, il commence à être partagé par un certain nombre de nouvelles puissances. Avant la chute de l'URSS, le sport était avant tout l'apanage des puissances occidentales. Aujourd'hui, le sport s'inscrit dans un monde désormais multipolaire avec un certain nombre de nouvelles puissances qui cherchent à se l'accaparer et à signifier des intentions. C'est ce qu'a fait effectivement Xi Jinping en accueillant Vladimir Poutine lors des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin d'hiver en 2022. Alors rapidement, parce que vous parlez de l'URSS, la Russie de Vladimir Poutine élabore aussi tout un concept dans le domaine du sport. Vous êtes l'auteur d'une thèse qui tente d'analyser la sportocratura. Quel est ce système en 2 mots ? Alors la sportocratura, c'est un concept donc, que j'ai inventé après avoir passé
plus de 5 ans à travailler sur le sujet de la géopolitique du sport russe. L'idée, c'était la suivante, d'essayer de comprendre le système politique russe par le biais du sport. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte qu'on avait affaire véritablement à un système, la sportokratura, à savoir un néologisme qui signifie donc sport, kratos, force et puissance en grec ancien, et nomenclatura, qui renvoie à l'élite de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, en fait, ce système mobilise véritablement 3 catégories d'acteurs, à savoir les oligarques, les athlètes et les hommes et les femmes politiques qui sont mis en branle ensemble pour justement réussir à faire que la Russie utilise le sport comme un instrument de puissance, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Voilà, le sport qui a toujours été au service des grandes puissances, des Coupes du Monde de football en passant par les Jeux Olympiques. Les grands événements sont marqués par des jeux d'influence. Qui dit pouvoir dit aussi danger de corruption. Plusieurs grands scandales de corruption ont éclaboussé dans l'histoire des institutions telles que le CIO ou la FIFA. Olivier Kohler. The winner is Qatar. 10 décembre 2010, le Qatar décroche l'organisation de la Coupe du Monde de football et très vite, des soupçons de jeux d'influence et de corruption éclatent autour de cette attribution. Les États-Unis étaient favoris, mais 14 des 22 membres du tout-puissant comité exécutif de la FIFA ont voté pour le Qatar. Parmi eux, le très influent Brésilien Ricardo Teixeira, dont le collimateur de la justice américaine. J'ai enterré leur Coupe du Monde. Et ils le savent. Le FIFA-gate éclate et entraînera dans son siège la chute de Sepp Blatter, le tout-puissant président de la FIFA. J'ai dû faire quelque chose de très spécial et je l'ai fait. En termes footballistiques, je dirais que j'ai lancé la balle hors du jeu pour calmer le jeu. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai annoncé que je remettais mon mandat en jeu. Autre institution d'envergure mondiale installée en Suisse, le CIO à Lausanne. Plus d'un siècle d'existence porté par de grands idéaux humanistes. Le CIO, lui aussi éclaboussé par des soupçons de corruption, en particulier lors des JO d'hiver de Salt Lake City en 2002, une affaire qui a terni le long règne de Juan Antonio Samaranch, président emblématique de l'institution. Lucas Aubin, depuis, les organisations ont pris des mesures, mais avec de tels enjeux, on l'a dit, l'organisation des Jeux ou d'autres grands événements sportifs sont une aubaine pour les États. Comment éviter dès lors les pressions, les tentatives de soudoiement ou de pot de vin? Est-ce que c'est possible? En réalité, c'est très compliqué et ça dépend des organisations sportives. En fait, on en a de très puissantes et de très diverses. On peut citer évidemment la FIFA, le CIO, mais aussi en fait chaque sport dispose aujourd'hui quasiment de sa propre fédération et souvent de ses propres fonctionnements. Ce qu'il faudrait faire évidemment, c'est essayer de légiférer le sport à l'échelle internationale pour le rendre davantage propre, mais on l'a vu. Le sport représente aujourd'hui 1 à 2% du PIB mondial, c'est évidemment énorme. Et dès lors, en tant qu'environnement géopolitique spécifique qui est censé être en dehors des nations, en dehors des intérêts des États, etc., alors en fait il devient l'objet de tentatives de soudoiement de la part d'un certain nombre d'acteurs, que ce soit des puissants, riches personnages évidemment, mais aussi des entreprises, aussi des États évidemment. Et donc pour le moment, il est très difficile de légiférer sur ce sport international. Mais alors justement, est-ce qu'il faudrait des Nations Unies du sport, entre guillemets, pour assumer finalement la participation directe des États, assumer ces liens entre États, politique et sport? En tout cas, ça paraît très difficile, très délicat de continuer sur cette lancée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte de ce hiatus, à savoir le sport est censé être apolitique, en réalité il est politisé par à peu près tout le monde aujourd'hui. Et donc de fait, il faudrait que, bien sûr, les acteurs du sport emploient cette arme du sport
comme un instrument politique, le disent de façon très concrète. Et du coup, on pourrait tout à fait imaginer, effectivement, comme vous l'avez dit, créer des Nations Unies du sport pour que chaque État, chaque puissance puisse finalement s'en emparer et puisse faire valoir ses intérêts, etc. Au-delà, en fait, de ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir qu'aujourd'hui, ça se passe souvent de façon assez opaque, à la FIFA, au CIO. Parfois, on ne comprend pas très bien comment fonctionnent les tambouilles internes. Là, l'idée, ce serait effectivement de clarifier ce système politique international du sport. En tout cas, ces histoires de corruption ternissent l'image du sport. Et la grande majorité des fédérations sportives internationales étant basées en Suisse, l'image de la Suisse en a pris un coup, par ricochet. Or, tout est question d'image, précisément. Pour revenir aux Jeux Olympiques, on se souvient notamment des Jeux de Pékin en 2008, avec un vrai sens du spectacle. On se souvient aussi des Jeux de Londres en 2012, qui avaient convié des figures emblématiques de la Grande-Bretagne, James Bond, la Reine Elisabeth, Mr Bean, etc. Et alors Paris, pour ces JO, qu'est-ce que la France cherche à vendre comme image ? En quoi ces Jeux sont-ils importants pour Emmanuel Macron, par exemple ? Oui, bien sûr. On va faire un peu de prospective pour essayer de comprendre, mais pour Emmanuel Macron, l'idée, elle est avant tout d'essayer de construire un narratif positif pour diffuser l'image de Paris à l'international. On l'a vu pour la Coupe du Monde de rugby 2023 qui s'est donnée en France, le narratif c'était le suivant, c'était une France un peu sépia des années 50 avec un Jean Dujardin, l'acteur, grimé en boulanger avec sa baguette de pain, etc. Donc on était sur une image un peu ancienne finalement de la France. Là, l'idée évidemment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, elle est différente. L'idée c'est de faire de ces Jeux les Jeux du monde. En réalité, c'est de penser le sport au-delà de l'Occident et finalement de réussir à faire en sorte que la France soit acceptée aussi par les puissances non occidentales. Et je crois qu'il est là tout l'enjeu pour Emmanuel Macron. Et je crois que l'idée des cérémonies d'ouverture et de clôture et l'idée du narratif qui va arriver ira dans ce sens. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Plusieurs pays n'attendent pas les organisations sportives pour créer des événements. Le sport en général est devenu une industrie d'État pour de très nombreux pays. Parmi eux, l'Arabie Saoudite qui part à la conquête du sport mondial à coût de milliards de dollars. Elle investit aussi massivement dans le domaine de l'e-sport, les compétitions de jeux vidéo. Voyons tout cela avec Nathalie Boujard. L'Arabie Saoudite, des milliards de pétrodollars injectés dans des compétitions, événements sportifs et investis pour attirer des stars. Comme Cristiano Ronaldo qui rejoint le club d'Al Nasser début 2023 pour 200 millions de dollars par saison. Karim Benzema, Neymar et bien d'autres, en à peine une année. Alors que les énergies fossiles représentent encore 40% du PIB saoudien, le pays tente de diversifier son économie, de préparer l'après-pétrole, et mise notamment sur le sport. Selon une enquête du journal anglais The Guardian, le fonds souverain saoudien aurait investi 6,3 milliards de dollars dans ce secteur depuis 2021. Sans compter des entreprises comme le géant pétrolier Aramco, qui signe également de nombreux contrats sportifs ou de sponsoring, par exemple tout récemment avec la FIFA. Mais il n'y a pas que le foot. L'Arabie Saoudite investit également massivement dans le golf, la boxe, la Formule 1, le rallye automobile, le tennis, le sport, clé de voûte de la diversification de l'économie saoudienne, alliant l'industrie du divertissement et du tourisme. Cette monarchie a déjà accueilli plus de 80 événements sportifs majeurs, et ce n'est qu'un début. Plutôt connu pour ses déserts que ses montagnes enneigées, le pays va accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. 5 ans plus tard, les Jeux d'Asie, et a priori, la Coupe du monde de foot de 2034, en étant le seul candidat. L'accueil d'événements en Arabie Saoudite est une activité importante. Cela fait partie de notre vision 2030 et de notre stratégie. L'objectif suivant, les JO 2036. Faire oublier les répressions ou exécutions d'opposants comme le journaliste Jamal Khashoggi, le non-respect des droits humains, la monarchie est régulièrement accusée d'utiliser le sport pour redorer son image. Si le sport washing augmente mon PIB de 1%, alors je continuerai à le pratiquer. Vous êtes d'accord avec ce terme ? Je m'en fiche. J'ai 1% de croissance du PIB grâce au sport et je vise 1,5 supplémentaire. Appelez ça comme vous voulez, mais je vais les obtenir. L'Arabie Saoudite investit également massivement dans le secteur de l'e-sport, les jeux vidéo en ligne pratiqués seuls ou en équipe. C'est l'un des secteurs qui connaît le plus de croissance au monde, avec environ 30% chaque année. Avec les investissements de notre fonds étatique, nous réalisons entre 15 et 25% de profit chaque année. C'est vraiment incroyable et nous ne voulons pas passer à côté de ça.
La Coupe du monde d'e-sport se tiendra cet été à Riyad. L'Arabie Saoudite, un nouvel acteur qui agite le monde du sport business. Voilà, Lucas Aubin, l'exemple de l'Arabie Saoudite. Est-ce simplement du business ou y a-t-il aussi derrière, évidemment, un moyen de donner une autre image du pays ? Oui, évidemment, ça va bien plus loin que ça. L'idée pour l'Arabie Saoudite, mais comme pour la plupart des pays du Golfe, je pense au Qatar par exemple, c'est de penser l'après-gaz et l'après-pétrole. On estime que les réserves de gaz et de pétrole de ces pays vont durer encore 50 à 100 ans à peu près. Et bien sûr, là, l'idée, c'est d'utiliser le sport comme un instrument pour diffuser l'influence de ces pays à l'étranger, donc l'image de l'Arabie Saoudite en l'occurrence, pour l'améliorer. On parle notamment de sport washing, c'est-à-dire laver son image grâce au sport, puisque le sport est souvent associé à des valeurs de fair play assez positives, etc. Mais le sport sert aussi à faire de l'entrisme dans l'économie mondiale, et ça permet de s'acheter une forme de crédibilité aussi. On l'a vu notamment avec le Qatar après le rachat du Paris Saint-Germain. On le voit aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite qui fait venir toutes ces stars sur son territoire. On est véritablement à l'aube d'une nouvelle ère du sport et l'Arabie Saoudite en est une des actrices principales. Nouvelle ère du sport, on voit que les nouvelles disciplines ne sont pas dénuées d'intérêt. L'Arabie Saoudite notamment n'hésite pas à investir dans ce qu'on appelle l'e-sport, qui intéresse aussi de près le CIO. Oui, tout à fait. L'e-sport, en fait, donc c'est le sport des jeux vidéo finalement, commence à avoir de plus en plus pignon sur rue aujourd'hui. Il faut se rendre compte qu'on a des grandes compétitions de e-sport qui se déroulent un peu partout dans le monde. Et évidemment, le CIO, qui était réfractaire jusqu'à il y a quelques années encore, a commencé à demi-mot à reconnaître le e-sport comme véritablement un sport à part entière. Et il organise notamment une compétition de e-sport. Alors, est-ce que le e-sport arrivera par le biais d'un jeu vidéo quelconque aux Jeux Olympiques et Paralympiques? Pour le moment, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Néanmoins, on se rend compte que le e-sport devient un enjeu financier tellement important que même le CIO ne peut s'en passer. Lucas Aubin, une question qui vous tient à cœur. À quoi ressemblera le sport de demain, selon vous ? Très bonne question, et évidemment on a deux directions potentielles en fait, c'est l'utopie ou la dystopie, c'est l'enfer ou le paradis. Si on regarde l'enfer, si on est pessimiste, en fait on se rend compte que finalement le sport est un instrument qui est en train de se déréguler, que énormément d'acteurs essaient d'utiliser et que finalement à terme on pourrait tout à fait imaginer en réalité que seules les puissances financières pourront l'utiliser. Après, si on regarde du bon côté de la pièce, entre guillemets, on se rend compte que le sport, c'est aussi un formidable vecteur pour inclure des populations en difficulté, pour aider des migrants, par exemple. Le sport est un langage. Quand vous ne parlez pas une langue, vous pouvez faire du sport avec n'importe qui. Ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Le sport peut aussi être un instrument pour penser l'écologie de demain. La personne qui arrivera clé en main en vous expliquant « je suis capable d'organiser un méga événement sportif vert » et pas greenwasher, mais véritablement vert, alors il pourra justement répercuter cette idée à un certain nombre de domaines de notre société aujourd'hui. Bref, le sport, c'est à la fois le paradis, évidemment, et l'enfer. Et aujourd'hui, selon la direction qu'on prendra, le futur du sport dépendra aussi du futur du monde tel qu'on le connaît. Lucas Aubin, merci infiniment. Je rappelle que vous venez de co-signer avec Jean-Baptiste Guégan La guerre du sport, paru aux éditions Talendier. Et puis votre thèse, La Sportocratura en Russie, gouvernée par le sport à l'ère de Vladimir Poutine, a été adaptée en livre et publiée aux éditions Bréal. Merci infiniment. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Géopolitis est à retrouver en tout temps sur les applications de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine. Bien à vous et à bientôt.